OK. On vous a dit aujourd'hui qu'il y avait eu 3 chantiers qui avaient été mis sur pied pour la réforme des régimes de retraite. En fait, ça a été mis sur pied par le gouvernement précédent, par le Parti québécois. Il faut se rappeler que la ministre du Travail de l'époque, Mme Maltais, avait créé 3 forums pour restructurer les régimes de retraite afin d'assurer la pérennité et la santé financière. Donc, il y a eu un forum sur le secteur municipal qui a abouti par la loi 15 dont on vous a parlé ce matin. Il y a eu un forum dans les universités dont le secrétaire général du SCFP vous a parlé tantôt, qui n'a pas encore abouti à une conclusion et où on attend éventuellement un projet de loi. Et il y en a un troisième qui touche tout le secteur privé. Comparativement aux autres secteurs, là-dedans, le gouvernement a confié les travaux au CCTM. Donc, il a transmis ça au lieu de mettre ça dans les mains de la Régie des rentes du Québec. Il a envoyé le mandat au Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre, qui est composé des 4 centrales syndicales, la FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD, et des principales associations patronales. Bon, je peux vous dire qu'à ce jour, le CCTM a tenu facilement une trentaine de rencontres sur les modifications à être apportées à la loi sur les régimes complémentaires de retraite. Au point de départ, évidemment, les objectifs qui étaient mis de l'avant n'étaient pas nécessairement les mêmes du côté syndical que du côté patronal. De notre point de vue, du côté syndical, nos objectifs visaient la pérennité des régimes, la stabilisation des cotisations et une protection des rentes acquises. Donc, pour la partie syndicale, l'enjeu majeur n'était pas de restructurer les régimes de retraite, il n'était pas non plus de toucher aux services passés, un peu comme on l'a vu avec la loi 15, mais on disait que c'est surtout une question de financement. Un petit peu comme le premier intervenant a dit aujourd'hui, il est possible d'avoir des régimes de retraite à prestations déterminées en santé. Il faut juste nous assurer que son financement est adéquat et qu'il va résister à l'espace du temps en tenant compte des modifications démographiques, en tenant compte des fluctuations des marchés. Pour les organisations patronales, eux autres, ce qu'ils visaient, c'est la pérennité des entreprises. Une différence, pérennité des régimes de retraite, eux autres, la pérennité des entreprises. Évidemment, les entreprises disaient, bien, avec les régimes de retraite à prestations déterminées, avec le test de solvabilité, avec les taux d'intérêt à long terme, bien, à partir du moment où on s'est engagé à verser une cotisation dans un régime à prestations déterminées, mais que dans les faits, ça nous en coûte le double parce qu'on est obligé d'amener une cotisation d'équilibre qui est souvent aussi élevée que la contribution dans le régime de retraite, bien, on n'est pas capable d'assurer la pérennité des entreprises. Et on l'a vu avec les années, particulièrement depuis 2008 dans le secteur privé. Il n'y a pas une négociation qui s'est passée dans le secteur privé sans qu'on ait revu le régime de retraite et est apparu de plus en plus des régimes de retraite à 2 vitesses, donc un régime PD pour les employés qui étaient dans l'entreprise et un CD pour les nouveaux employés. Et je pense que dans les 10 dernières années, il n'y a pas un régime à prestations déterminées qui a vu le jour aujourd'hui. Je pense que le dernier régime à prestations déterminées qui a vu le jour, c'est celui du Fonds de solidarité de la FTQ. Bon, puis aussi, un autre objectif que la partie patronale avait, c'est l'appartenance des surplus. Hein. Il y a toujours un débat à qui appartiennent les surplus. C'est pas tranché, ça. Et évidemment aussi, à partir du moment où le régime est en santé, bien, une des priorités des organisations patronales, c'est de pouvoir prendre des congés de contribution un coup que le régime est capitalisé à 100 %. Bon, je vous dirais que l'ensemble des travaux a été mené. On est arrivé à un consensus sur presque 100 % des points au CCTM, 95 % des points. Je vais vous faire, dans la présentation, je vais vous dire les grandes orientations où on s'en va, mais je vais tout de suite vous dire la bonne nouvelle de l'ensemble de ces travaux-là,
c'est qu'on s'entend pour ne pas toucher aux services passés. Donc, il n'y aura pas de restructuration imposée des régimes de retraite dans le secteur privé, un petit peu comme ça existe là, dans le secteur municipal. Le CCTM va adopter la semaine prochaine à sa réunion régulière l'avis qui va être transmis au ministre. Et selon les dires du ministre, bien, il va y avoir un projet de loi qui va être déposé. Je ne sais pas s'il va être déposé avant la fin juin ou s'il va être déposé au retour en septembre. Mais une chose est certaine, c'est sûr que ça va prendre une loi qui va être en vigueur au plus tard le 1er janvier 2016 parce que c'est la fin des mesures d'allègement. Okay? Ça, le gouvernement était clair, le ministre a été clair avec nous, la Régie des rentes est aussi du même point de vue. Il n'y aura pas de reconduction des mesures d'allègement parce qu'actuellement, dans la loi, il y a toujours le test de solvabilité qui existe, là, où les mesures d'allègement permettent actuellement à l'employeur d'étaler son déficit sur 10 ans au lieu d'une période de 5 ans. Alors donc, il fallait arriver à des mesures permanentes. C'est des mesures d'exception qui ont été mises en place, je pense, en 2009, en 2008 ou en 2009, là, qui ne devaient pas durer éternellement. Ils ont été reconduites une fois, mais ils ne seront pas reconduites encore. Donc, ce qu'on a décidé de faire dans le secteur privé, au lieu de regarder comment on pouvait redesigner les régimes de retraite, ce qui a été fait dans le secteur municipal, on a dit la problématique est une problématique de financement. Donc, il faut partir de ce qu'on a comme situation actuelle et proposer des alternatives. Donc, actuellement, on a 2 tests sur l'aspect financier. On a la capitalisation des régimes de retraite qui est basée sur des hypothèses de rendement et démographique qui visent un financement stable à long terme. Et on a aussi le test de solvabilité. Donc, quand on a une évaluation actuarielle, notre actuaire nous donne l'état de notre régime dans ces 2 aspects-là, la capitalisation et la solvabilité. La solvabilité, elle, est basée sur un indice externe qui varie beaucoup et qui vise la sécurité des prestations en cas de faillite. Malheureusement, cette approche n'a pas réussi à remplir cet objectif. On l'a vu, il y a plusieurs entreprises qui ont fait faillite et les régimes n'étaient pas solvables à 100 %. Bon. On a eu, rappelez-vous, le rapport d'Amour. Bon, évidemment, quand le gouvernement a mis au jeu les forums, il a mis au jeu une nouvelle forme de capitalisation qui est la capitalisation améliorée selon le rapport d'Amour. Bon. Qu'est-ce que ça a de différent avec ce qu'on a actuellement? C'est toujours basé sur un indice, mais ça faisait augmenter le coût du service courant d'environ 20 %. Ça veut dire que si on part de la capitalisation actuelle pour l'amener à capitalisation améliorée, bien, nos régimes de retraite, avec les mêmes droits, si on ne change aucun droit d'un régime de retraite, bien, notre régime de retraite devrait être capitalisé à 120 % au lieu d'être capitalisé à 100 % parce qu'il y a une augmentation de 20 % du coût du service courant. Bon, les inconvénients de cette approche-là, en fait, ce que nous, la partie syndicale, on a soulevé, on l'avait soulevé, la FTQ, en commission parlementaire suite au rapport d'Amour, mais on l'a soulevé aussi dans les travaux là, au CCTM. On disait que l'approche de capitalisation améliorée demeure volatile parce qu'elle est encore basée sur un indice externe. Donc, on se fie encore à un indice externe qui peut fluctuer. Puis l'exemple, là, en 2012, au 31 décembre 2012, c'était 3,38 % et au 31 décembre 2013, 4,17 %. L'évaluation en solvabilité, bon, les cotisations d'équilibre pour financer les déficits de solvabilité sont éliminées. C'était vrai dans le rapport d'Amour. Dans notre mémoire qu'on a produit
La FTQ, on n'était pas contre. On n'était pas contre aussi de faire disparaître le test de solvabilité, mais il fallait le maintenir pour certains éléments. Donc, on continue à mesurer la solvabilité et cette information est divulguée et cette mesure-là de solvabilité va être utile notamment pour l'utilisation des surplus, parce qu'on va voir qu'est-ce qu'on fait avec les surplus et là, on a besoin d'avoir vraiment l'état juste de la solvabilité de notre régime et aussi les valeurs de transfert. Donc ça, c'est des travaux qui vont devoir être poursuivis par un comité technique et par la Régie des rentes du Québec. Bon, ce qu'on s'est entendu au CCTM, on passe de la capitalisation actuelle, au lieu d'aller vers la capitalisation améliorée, on s'en va avec une capitalisation avec une marge financée. OK? Et une PED, une provision pour écart défavorable, qui, elle, n'est pas financée, de 5 %. Donc, puis on va le voir sur le tableau qui suit, en vous donnant un exemple, là, on introduit donc un fonds de stabilisation. Le fonds de stabilisation est instauré pour financer et est financé par des gains actuariels et des cotisations, et il va varier en fonction de la politique de placement. Donc, contrairement à ce qui est proposé par Damour, on n'aura pas tous, ta capitalisation ne sera pas au même niveau, elle va dépendre de ta politique de placement. Si on prend, par exemple, une politique de placement où ton portefeuille est composé de 60 % en actions et le reste en obligations, bien, on va être obligé d'avoir une capitalisation à 117 %. Et vous avez le tableau là, qui tient compte, la colonne à gauche et ce qui est en action et à droite. Plus vous êtes en action, plus votre fonds de stabilisation doit être grand pour pouvoir supporter les fluctuations de marché. Donc, on veut éviter de se retrouver dans la situation qu'on s'est retrouvé en 2008, quand il y a eu l'effondrement des marchés boursiers. Bien, tous les régimes de retraite sont devenus sous-capitalisés et évidemment, avec le test de solvabilité, on est obligé de refinancer les régimes de retraite sans nécessairement que ça donne une valeur ajoutée. Bon. Pour le financement des déficits, si on s'écarte de plus de 5 % de l'objectif, l'employeur est tenu de payer le déficit et le fonds de stabilisation, et il y a 10 ans pour le faire. Donc, prenons l'exemple que notre politique de placement est à 60 % en actions et 40 % en obligations. Donc, l'obligation qu'on a, c'est de capitaliser notre régime de retraite à 117 %. La journée où il y a une évaluation actuarielle qui nous annonce que notre régime est capitalisé, exemple, à 111 %, bien là, l'employeur va être obligé de le recapitaliser pour le ramener à 117 %. S'il y a un écart de moins de 5 %, il n'est pas obligé de recapitaliser. On va attendre l'évaluation actuarielle suivante. Puis si ça tombe en bas du 5 %, bien là, on se rend compte qu'on est sur une base descendante. Donc, on n'attendra pas. Là, on va être obligé de refinancer. On prévoit aussi que les parties peuvent s'entendre pour qu'une partie des déficits soit financée par des cotisations des employés. Donc, ça, c'est vraiment laissé à la libre négociation, contrairement à ce qui est prévu dans la loi 15, où le financement des déficits doit être assumé à 50-50. Bien, ça, c'est laissé à chacune des parties, comme c'est le cas actuellement dans le secteur privé. Bon. On introduit aussi dans la loi une clause banquier de base. Actuellement, il y a des régimes de retraite qui existent, une clause banquier. Et ceux qui n'en ont pas, bien, il va en avoir une par défaut. Bon, une clause banquier, ça sert à quoi?
Dans ce qu'on propose comme modification, c'est encore l'employeur qui est tenu de combler les déficits. Il arrive un déficit dans le régime de retraite, c'est l'employeur qui a l'obligation de le combler. Mais l'employeur, quand il va y avoir des surplus de plus de 5 % en haut de l'objectif de capitalisation qu'on a fixé, donc dans l'exemple que je donnais tantôt, là, notre régime de retraite, il doit être capitalisé à 117 %. La journée où on va arriver à plus de 123 % de capitalisation, là, l'employeur, avec la clause banquier, va pouvoir prendre un congé de contribution étalé dans le temps pour se rembourser jusqu'à concurrence du déficit qu'il a avancé dans le régime de retraite. Donc, si l'employeur a avancé, je prends un montant, là, 200 000 $ dans le régime de retraite pour combler le déficit, il va pouvoir prendre un congé de contribution échelonné, je pense que c'est sur 5 ans qu'on propose, là, mais je ne suis pas certain. Je regarde Marc-Antoine, là, c'est ça, c'est sur 5 ans. Et donc, à chaque année, après ça, bien, on va regarder comment s'est comporté le régime de retraite. Donc, l'employeur ne pourra pas prendre un congé de contribution tout dans un one-shot deal, puis que l'année d'après, on se retrouve avec un déficit dans le régime de retraite. Donc, on le répartit sur 5 ans, un peu comme Damour en faisait la proposition. Là-dessus, c'est sûr qu'il va y avoir une clause banquier, mais ça, c'est un des éléments sur lesquels on ne s'est pas entendu au CCTM. Le gouvernement va devoir trancher. Nous, la partie syndicale, je dis nous, c'est l'ensemble des centrales syndicales. On était d'accord pour l'introduction d'une clause banquier, mais pas pour couvrir le coût du service courant. Uniquement, pour nous, là, la clause banquier doit s'appliquer pour 2 choses. Si on prend un régime de retraite actuellement qui est capitalisé à 100 %, la journée où on modifie la loi, on vient dire au même parti, bien, votre régime de retraite, il doit être maintenant capitalisé à 117 %. Donc, ça veut dire qu'il manque 17 % dans le régime de retraite, c'est pas rien. Donc, on dit que, compte tenu que c'est l'employeur qui a l'obligation de mettre le 17 %, il va pouvoir utiliser la clause banquier pour se rembourser pour ce 17 %-là, pour mettre à flot le fonds de stabilisation, pour arriver à financer le fonds de stabilisation. Après ça, les seuls autres moments où il va pouvoir utiliser la clause banquier, c'est quand il va y avoir un déficit actuariel et qu'il va y avoir un déficit, quand il va y avoir un déficit actuariel et que la capitalisation du régime de retraite va être de 5 % au-dessus du plafond qu'on a établi, donc 123 %. L'employeur, lui, est plus gourmand que ça. L'employeur, ce qu'il veut, il veut pouvoir utiliser une clause banquier pour financer même le coût du service courant. Ce qui n'a pas de bon sens. En réalité, ça n'a pas de bon sens parce que dans nos régimes de retraite dans le secteur privé, il y a très peu de régimes de retraite qui sont financés à 100 % par l'employeur. Il pourrait y avoir une certaine logique si la seule contribution qui est versée dans le régime de retraite est une contribution patronale, mais ce n'est pas la réalité de l'ensemble des régimes de retraite. Dans l'ensemble des régimes de retraite, il y a une cotisation patronale, mais il y a aussi une cotisation des participants. Donc, les salariés contribuent aussi d'un régime de retraite. Donc, sur cet aspect-là, c'est le gouvernement qui va devoir trancher. Bon, l'utilisation des surplus. Comme je l'ai dit tantôt, le fonds de stabilisation doit être de 5 % au-dessus de son objectif de financement. Donc, tout dépendamment de la politique de placement, comme on a vu le tableau tantôt, à partir du moment où ça dépasse de 5 %, là, on peut utiliser les surplus. Le deuxième test, ce n'est pas uniquement 5 % au-dessus de l'objectif de financement en capitalisation, mais on introduit un deuxième test et les deux doivent être rencontrés avant d'utiliser des surplus. Le régime doit être solvable à au moins 105 %. Donc, c'est une autre. On maintient la solvabilité aussi pour mesurer si on peut utiliser les surplus dans le régime de retraite. Parce qu'on se rend compte dans le passé,
Puis évidemment, la législation était contraignante. Là, il faut se rappeler qu'on ne pouvait pas avoir un régime qui était capitalisé à plus que 110 sinon l'employeur prenait un congé de contribution. Donc, la stratégie qu'on avait développée, bien, on essayait de dépenser le plus rapidement les surplus. Donc, on améliorait nos régimes de retraite, puis on n'avait pas de coussin quand il arrivait un coup dur. Donc là, on veut s'assurer qu'on ne dépensera pas dès qu'il y a un surplus de 1 dans notre régime de retraite, que ça ne soit pas dépensé. Et on veut aussi, par le fonds de stabilisation, avoir la possibilité d'utiliser les surplus pour de l'indexation ponctuelle. On le voit de plus en plus, particulièrement dans un régime dans le secteur privé, il y a de moins en moins de clauses d'indexation automatique. Premièrement, c'est excessivement cher sur la capitalisation. On est obligé de le prévoir. Donc, on veut pouvoir se servir du fonds de stabilisation pour indexer d'une façon ad hoc et d'une façon prioritaire. Là, quand on est en surplus dans le régime de retraite, bien, on peut utiliser le surplus pour indexer les rentes d'une façon ad hoc et revoir ça à chaque année en fonction de la hauteur des surplus. Et finalement, de rembourser la clause banquier si l'employeur a eu à éponger un déficit. Bon. Ça existe actuellement déjà l'achat de rente. Là. Actuellement, il est possible, dans la loi sur les régimes complémentaires de retraite, que l'employeur, avec certaines modalités, là, puisse acheter auprès d'un assureur les rentes. Donc, mais le problème qu'on a actuellement dans la loi, c'est qu'il peut acheter transférer à un assureur l'obligation de verser une rente. Évidemment, il y a un coût à ça. Et deuxièmement, c'est toujours l'employeur qui est au bat. En cas d'une faillite, la responsabilité n'est pas transférée à l'assureur. Ce qu'on s'est entendu là-dessus, c'est que la loi serait modifiée afin de permettre l'achat de rente auprès d'une compagnie d'assurance, mais aussi le transfert complet de la responsabilité de l'assureur. Donc, exemple, il y a une entreprise dans une PME de 100 employés qui, selon les modalités, là, puis ce n'est pas décidé unilatéralement par l'employeur, là, à partir du moment que les parties conviennent d'acheter auprès d'une compagnie d'assurance des rentes, si l'employeur fait faillite, bien, c'est quand même l'assureur qui est au bat. L'assureur, lui, a encore l'obligation de continuer de rencontrer la promesse qui a été faite. Ça fait le tour pour les modifications qui vont être apportées dans le secteur privé. Merci. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je te laisse présider. Oui, oui. Microphone à ma gauche. Patrick Loutné, SCFP 2168, col blanc de la ville de Repentigny. Monsieur Cadieux, merci pour votre présentation. Moi, j'ai juste une question concernant la provision pour écart défavorable, parce que dans le secteur municipal, en plus du fonds de stabilisation, on a l'obligation de se créer une PED, comme on appelle, et vous n'en avez pas parlé. Bien, on a une perte de 5 %. C'est 5 % qu'on a prévu? Oui. On a une perte de 5 % en plus du fonds de stabilisation qui va varier en fonction de la politique de financement. La PED, là, ce que vous voyez sur le tableau, PED non financée de 5 %. C'est 5 % vous autres? Oui, c'est OK. 5 % parce que, c'est ça, on a mis une marge qui varie en fonction de la politique de placement et en plus de ça, une perte de 5 %. Merci. Oui. Oui, Serge. Richard Perrault de SCFP, local 1500. J'ai bien aimé ton explication. Il faudrait juste que tu m'expliques, au niveau, ça vient-tu interférer au niveau du coût du service courant annuel? Oui, c'est sûr que ça vient interférer au niveau du service courant parce que à partir du moment où ton régime
il te coûte 100 pour avoir les mêmes droits, tu es capitalisé à 100 il va te coûter 117 Donc, c'est sûr que ça demande des cotisations supplémentaires. Ce qu'on a prévu pour l'amener à 117 c'est l'employeur qui va le financer. Ouais. Pour le constituer, cette réserve-là de 17 c'est l'employeur qui va le financer. Et quand ton régime va être rendu à 123 il va se rembourser par la clause banquier. OK. Donc, ce 17 %-là ne vient pas jouer dans la cotisation des membres. Non, il vient pas jouer. C'est l'employeur qui va le fournir. C'est l'employeur qui va avoir l'obligation de le constituer. OK, merci. Oui, Clément Mars, syndicat des métallos, local 9700. Concernant les rentes, tu dis que vous vous êtes entendu sur les rentes qui pourraient être achetées par un assureur ou en tout cas vendues à un assureur. Tu dis qu'il y a une entente. La question, au niveau des rentes, si c'est l'assureur qui fait faillite, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a une sécurité? As-tu une garantie pour ça? Non, c'est exactement comme l'employeur actuellement qui fait faillite. Ça va être les mêmes conditions que si c'était l'employeur qui faisait faillite. C'est qu'actuellement, la problématique qu'on a, on le transfère, ça existe, l'achat de rente auprès d'une compagnie d'assurance. L'assureur est en bonne santé financière, l'employeur fait faillite. Puis là, l'assureur n'est pas obligé de continuer de maintenir le versement de ses rentes à la hauteur de 100 Donc, on va refaire un calcul de solvabilité. Mais là, on va transférer la responsabilité aussi à l'assureur. Donc, c'est sûr que ça ne met pas à l'abri, là. Ça ne met pas à l'abri. C'est pas... on n'a pas introduit, on ne s'est pas entendu sur l'introduction d'une assurance en cas de faillite. Puis est-ce que ça prend une entente dans ce que vous êtes entendu? Oui, ça prend une entente. Évidemment, ça va devoir passer par le comité de retraite. Tout ça n'est pas encore attaché, là. Ça ne sera pas dans le dépôt du premier projet de loi. Ça va être dans des travaux qui vont se poursuivre par la suite, où les experts doivent s'entendre. Mais c'est sûr que l'employeur, lui, ce qu'il préconisait, c'est que l'achat de rente puisse être un geste unilatéral de l'employeur, mais c'est pas ça. Premièrement, quand il y a des clauses dans la convention collective qui disent que tu ne peux pas modifier le régime de retraite, bien, c'est ça qui va s'appliquer. C'est les conditions qui sont prévues dans la convention collective. S'il n'y a rien dans la convention collective, il faut que ça passe par le comité de retraite. OK, merci. Oui. Patrice Harvey, Métallo 94-90. J'aimerais avoir des précisions sur le remboursement sur 10 ans. Comment ça va procéder? Est-ce que c'est encore des lettres de créance? Est-ce que vous avez des précisions? Des lettres de crédit? Oui. Ça, c'est pas encore arrêté. C'est encore en discussion. On sait que le remboursement est sur 10 ans. Évidemment, dans le test de solvabilité, il y avait une logique d'avoir des lettres de crédit, mais on ne s'est pas entendu là-dessus. Fait que la régie est censée nous faire des suggestions par rapport à ça. Donc, parce que ta question, c'est de savoir est-ce que l'employeur doit le financer en argent ou en lettre de crédit. Exact. On ne s'est pas entendu là-dessus. OK. Les employeurs accrochent où? Sur le délai? Non, les employeurs, ça sur quoi ils accrochent le plus actuellement, c'est sa clause banquier. C'est là-dessus qu'on ne s'entend pas sur les travaux qu'on a faits actuellement. Puis il faut dire, là, la loi sera... Ça, c'est les premiers éléments qui vont être modifiés, c'est le mode de financement. Puis par la suite, bien, il peut y avoir d'autres modifications qui vont être apportées ad hoc, donc les travaux vont se poursuivre. Mais ce sur quoi on avait à travailler, l'élément essentiel sur lequel on ne s'entend pas, c'est vraiment la clause banquier. Pour le reste, là, on s'entend pas mal. Est-ce qu'il va y avoir des mécanismes de consultation? Allez-vous revenir auprès des membres pour... Bien, les mécanismes de consultation, c'est un amendement législatif. Le gouvernement a confié au CCTM le mandat de faire un rapport. Donc, nous, c'est une recommandation qu'on fait au ministre. Après ça, il va déposer un projet de loi, il va y avoir une commission parlementaire. Donc, il va y avoir des représentations. Ça va suivre le cours normal de l'adoption d'un projet de loi. Merci. Y a-t-il quelqu'un là? Non. Oui? Sylvain Maltais, Métallo 94-90. Je ne sais pas trop comment je vais vous poser la question, puis c'est trop personnel. Nous autres, on a commencé une négociation. Nous autres, notre employeur, c'est Rio Tinto Alcan. On a commencé une négociation en novembre 2014.
On a suspendu la négociation à cause de la réforme qui est trop grande. La question que je voudrais vous poser, c'est, on a-tu tout avantage à attendre le projet de loi qui va être fait ou on devrait plutôt s'avancer? Pourquoi je dis ça? C'est que nous autres, l'employeur, actuellement, là, environ 3 semaines, il nous a dit, ce qu'il faut dire au gouvernement, c'est mêlez-vous pas de notre dossier. Fait que, tu sais, on trouve ça drôle, pourquoi que notre employeur nous dit ça, puis en même temps, on sait qu'il veut réorganiser assez solidement notre régime. Puis la rumeur qu'on a, c'est que Rio Tinto, c'est un des employeurs qui est assez réfractaire à ce qui se discute présentement. Puis là, tantôt, je sais que dans l'acronyme que tu parlais, j'imagine que ça doit être un peu comme un conseil du patronat. Je voulais savoir si eux sont présents là. Parce que quand on en a parlé avec mon grand boss pour la négociation, lui, il me dit être au courant d'absolument rien. Puis je dis, ben nous autres, la source qu'on a, c'est que vous êtes présents là. Je ne sais pas, ma question, tu vois-tu qu'on a avantage à retarder notre négociation le plus possible, à aller jusqu'à la fin de l'année, ou tout au contraire, on devrait se mettre à l'ouvrage présentement? Bien, moi, ce que je peux vous dire actuellement, puis évidemment, là, on travaille avec le gouvernement libéral, là, hein? Oui. Alors donc, on peut faire une recommandation au gouvernement, comment ça va se traduire, mais je sais que Rio Tinto Alcan n'est pas nécessairement d'accord avec l'approche de financement qu'on amène, et Bombardier aussi n'est pas d'accord. C'est les 2 grands employeurs qui sont le plus récalcitrants. C'est ceux qui ne sont pas à la table comme tels, mais ils sont représentés par le Conseil du patronat, là. Et donc, la Fédération des chambres de commerce, le Conseil du patronat, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et puis l'Association des manufacturiers sont là. Bon, maintenant, c'est difficile pour moi de répondre à ta question. Si vous trouvez une entente qui est satisfaisante, actuellement, je veux dire, vous pouvez y aller, mais il va y avoir un changement, même si vous avez une entente, si la réforme est telle qu'on la suggère, bien, ça va modifier. Si votre régime de retraite, ça dépend de la hauteur de capitalisation de votre régime de retraite. Si votre régime de retraite est déjà capitalisé à 117 % ça n'a pas d'impact, mais s'il est capitalisé en bas de 100 comme plusieurs régimes de retraite, c'est sûr que ça va avoir un impact sur votre régime de retraite. Si c'est adopté tel qu'on le propose, bien, ça ne sera pas aux travailleurs de financer le manque à gagner. Ça va être à l'employeur de le financer, mais qui va pouvoir se reprendre quand le régime va être en surplus de 5 % au-dessus de la cible. OK. Y a-t-il une façon d'être, je vais dire ça, online sur ce qui s'en vient? Sur les discussions que vous avez en cours, parce que nous autres, ben là, on s'attend que nous autres, d'ici l'été, on va être appelés à table de négo par l'employeur, mais de savoir qu'est-ce qu'il y a comme avancée. J'imagine que ça va être par notre structure syndicale des métallos qu'il faut aller chercher l'information à la FTQ. Mais tu comprends, il faut vraiment savoir tout ce qui est à jour, tout ce vers où ça s'en va. Bon, ce que je vous disais, le CCTM va adopter l'avis officiellement pour être transmis au ministre jeudi de la semaine prochaine. Un coup que ça s'est transmis, nous, on est libérés un peu de nos obligations de confidentialité parce que c'est le ministre. On donne une période, une courte période de temps pour laisser le ministre rendre l'avis public, mais après ça, ça devient disponible aux partis. Donc, c'est clair que moi, au bureau de direction de la FTQ, je vais le transmettre à l'ensemble des membres du bureau, puis on va même probablement, un coup c'est rendu public, le mettre sur notre site Web. Bon, l'étape suivante là, sur laquelle on travaille pour qu'il y ait le dépôt le plus rapidement possible d'un projet de loi. Comme je disais tantôt, on n'a pas le choix. Ça nous prend... Il faut que la loi soit modifiée avant le 31 décembre parce que le gouvernement était ferme là-dessus. C'est fini, les mesures d'allègement. Donc, il y a des préoccupations, là, pas juste des employeurs, il y a des préoccupations aussi des syndicats puis des travailleurs. Il va arriver quoi avec ça, là? Alors donc, moi, je dirais que bien, le plus tôt, le projet de loi va être déposé à cette session ici ou au plus tard, au début de la prochaine session parlementaire. Qui veut dire septembre la prochaine? Oui. OK. Exact. C'est ça parce qu'on pensait, nous autres, que vraiment le projet, c'était officiel qui tombait pour l'été. Fait que c'était réglé là. Fait que c'est pour ça qu'on attendait. On voulait voir ce qui était pour arriver avec la négociation. Ouais. Tu as raison, c'était ça qui avait été annoncé. Là, je sens du gouvernement un petit peu plus de flou, évidemment, depuis jeudi dernier.
avec le budget qui a été déposé, bien, moi, je comprends que le gouvernement, ça a bouleversé un peu l'agenda législatif du gouvernement. J'ai cru comprendre, après avoir eu une discussion avec le ministre du Travail, qu'il veut déposer un projet de loi aussi tôt que la fin avril sur la fusion de la CSST, de la Commission des normes du travail, de la Commission de l'équité salariale, ainsi que la CRT et la Commission des lésions professionnelles. Donc, le projet de loi sur les régimes de retraite va peut-être être décalé un peu. Je sais que ça joue du coude au Conseil des ministres. Là. Il y a plusieurs ministres qui veulent déposer des projets de loi. Les dernières discussions que j'ai eues avec le ministre du Travail, c'est encore un projet de loi qu'il voulait déposer à cette session-ci, là, mais comment ça va se jouer, il n'y a pas de garantie par rapport à ça. Ça va? Merci.